Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Effectivement, alors moi je suis Jérôme Clerc, je suis professeur de psychologie cognitive à l'Université Grenoble-Alpes. Je suis porteur du pôle pilote Pégase et je suis en poste à l'INSPE avec la lourde charge de contribuer à la formation des futurs enseignants. On est venu de Grenoble à 7 sur Seine, mais il y a quelques collègues de Grenoble dans la salle que je salue bien sûr. Je vais faire une petite introduction, je vais dire quelques mots sur ce qu'est Pégase et en particulier sur ce que sont les EduClubs. Et ensuite, pendant le reste de ce temps de travail, je ne m'adresserai plus à vous. Sachez-le. Vous n'êtes pas obligé de partir. Mais je m'adresserai à mes collègues. C'est-à-dire aux 5 enseignantes de terrain qui sont venues et à Nissa qui est chargée de mission à la Cardi. J'avais mis les prénoms ici, bon, j'aurais pas dû mettre en noir parce qu'on voit pas grand-chose, mais bon. Pardon, j'avais pas prévu que ça se verrait pas mieux. Bon, alors, Pégase est un pôle pilote de formation des enseignants de recherche pour l'éducation et comme les deux autres pôles, on valorise évidemment la collaboration entre recherche et terrain pour améliorer autant que faire se peut les pratiques pédagogiques pour, in fine, arriver à réduire un petit peu, comme on peut, les inégalités éducatives. Et comment on fait ça dans Pégase? Alors de différentes manières. Et là, ce qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est un focus sur une procédure qu'on utilise de manière régulière, soit lors d'événements qu'on a appelés les mercredis de Pégase, qui se déroulent 5 à 6 fois par an dans les EduClubs. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que sont les EduClubs. Soit on fait ça dans les écoles saisonnières, puisqu'on fait des écoles d'hiver et des écoles d'été. Ça, c'est très chouette. Ce sont des colos pour enseignants. On prend 40 enseignants qui sont captifs pendant 4 jours, logés, nourris et abreuvés de sciences et de travail collaboratif pour augmenter l'efficacité des pratiques pédagogiques. Et on utilise la même procédure que celle qu'on va vous montrer là. Voilà. Et puis, voilà, différents autres temps. En formation de formateurs aussi, on utilise cette procédure. Mais avant d'en venir à cette procédure, quelques mots sur ce que sont les EduClubs. Donc là, vous avez une photo de l'EduClub de Rumilly, en Haute-Savoie, qui a été un des premiers qu'on a installé. Donc c'est tout simple, un EduClub. C'est une salle dans une structure scolaire premier ou second degré, qui est équipé un peu, vous voyez, il y a un peu de matériel, de mobilier qu'on peut disposer comme on veut pour travailler en petits groupes, en grands groupes. Voilà, il y a des séparateurs pour se mettre un peu à l'écart tranquille. Il y a un peu de mobilier vidéo pour pouvoir être en visioconférence avec les autres EduClubs. Et le principe, c'est que ces EduClubs, ce soient des lieux de collaboration recherche-terrain. C'est-à-dire que l'idée qui a présidé à ça, c'était une idée qui était portée par un collègue qui s'appelle Jean-Christophe Larbeau, qui est directeur de l'EAFC aujourd'hui à Grenoble, donc service de formation continue des enseignants. L'idée, c'était de dire, si on veut faire travailler ensemble les chercheurs et le terrain, il y a 3 solutions. Soit on les fait travailler dans un lieu dans lequel ni les uns ni les autres n'ont l'habitude de venir, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler parfois les tiers-lieux, et on a peu de chances qu'ils viennent en fait, parce que c'est pas chez eux. Soit on fait venir les enseignants dans les labos, et il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils viennent, parce qu'il y a une distance symbolique, il y a parfois une distance géographique, et puis dans les labos, malgré tout, la place est comptée. Vous le savez, si vous êtes dans le milieu de la recherche, on se bat toujours pour avoir un peu plus de place. Donc la 3e solution, c'était d'envoyer les chercheurs dans les établissements scolaires. C'est l'option qu'on a choisie. C'est un vrai défi qu'il faut continuer à relever, mais ça fonctionne à peu près. Voilà, il y a dans la salle aussi des collègues grenoblois qui ont fait cet effort-là, et éventuellement, on pourra leur demander leur avis. Voilà, les EduClubs, donc, ce sont des salles. On en a ouvert, alors aujourd'hui on est à 9, bientôt 10. Vous voyez que là, vous avez toute l'académie de Grenoble et puis en bas l'académie de la Guyane. Et dans chaque département, on en ouvre entre 1 et 3. Et bon, c'est un petit peu de boulot parce qu'il faut que la salle soit aménagée. Et puis, il faut des animateurs pour les EduClubs, il faut des gens qui l'animent. Donc, en l'occurrence, le chef d'établissement est l'IEN. Pour la Guyane, on l'a ouvert au collège Auxence Contou de Cayenne avec une déclinaison qu'on voudrait, une déclinaison mobile qu'on voudrait mettre en œuvre, mais qui n'est pas encore parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Et dans ces EduClubs, qu'est-ce qu'on fait? On fait entre autres des mercredis de Pégase qui sont des séances dédiées aux mythes en éducation.
Et à partir de là, je ne vais plus vous parler et je vais m'adresser à ma petite équipe. Donc, hop. Ah, je vais remettre un petit peu ça. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. Décidément. Voilà. Hop. Alors, aujourd'hui, donc, on va... alors, je vais vous rappeler en 2 mots ce qu'on appelle un mythe. Et ensuite, je viendrai à un mythe particulier, qui est le mythe des styles d'apprentissage visuel versus auditif, et qui est bien un mythe, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment fondé. Alors, si je vous dis Canada Dry, vous vous souvenez? Si vous êtes voilà, aussi vieux que moi, vous vous souvenez? À la télé, à la pub, Canada Dry, ça a la couleur de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. Okay. Eh bien, les mythes, c'est pareil. Ça a le goût de la vérité, ça a la tête de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Okay. Par contre, le mythe, donc, c'est quoi? C'est une idée, hein, c'est une conception, c'est une idée qui est fausse. Par contre, elle se base sur des éléments qui, eux, sont vrais. Et c'est ce qui, à la fois, fait qu'on va facilement adhérer au mythe, et à la fois fait que c'est difficile de savoir ce qui est un mythe et ce qui n'en est pas. Et donc, on va essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui sur ce fameux mythe des visuels et des auditifs pour se demander ce qui relève d'éléments avérés par la recherche sur lesquels le mythe se fonde et ce qui relève de considérations complètement fantaisistes. Okay. Alors, relax, les mythes, on en a tous. Okay, moi, j'en ai aussi, je suis sûr que j'en ai. C'est impossible de ne pas être traversé, même habité par certains mythes, d'autant plus qu'on est dans un domaine qu'on connaît pas, dont on n'est pas spécialiste. Okay, parce qu'il y a des tas d'idées qui circulent et parce que aussi, on ne peut pas être spécialiste de tout. Et que s'il n'y a pas des gens qui ont pris la peine pour nous, justement, de déconstruire certains mythes, on peut même pas savoir que ce sont des mythes. Okay. Donc, pas de chasse aux sorcières, tranquille, okay, relax. On fait la chasse aux idées, pas la chasse aux gens. Ça, c'est vraiment important. Alors, ces fameux visuels et auditifs. Donc, je vais commencer par une question. Alors, mesdames, chers collègues, qui parmi vous se pense visuel? Non, mais nous, on connaît déjà. Donc, si tu veux... Oui, d'accord. Moi, je me considère... Je joue le jeu. Je me considère comme plutôt visuel. Ok. Toi aussi. Ok. Ok. Faut-il rappeler qu'on n'a pas du tout préparé ce temps de travail ensemble, hein? C'est vrai. Mais parce que c'est pas grave de ne pas l'avoir préparé, parce que les mythes sont tellement résistants que je serais très étonné que même après avoir entendu ça plusieurs fois, vous ne soyez pas encore dans l'adhésion un petit peu, voilà, dans l'adhésion à un mythe. Auditive parmi vous? Plutôt auditive. Ok. Alors, je vais voir si j'arrive à retrouver mon truc là, parce que j'ai un petit souci d'affichage. Ah ben merci, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que le mythe d'abord? Parce que pour pouvoir parler d'une chose, il faut la définir. Hein, okay, on a bien vu dans les écoles d'hiver qu'on a faites, Nissa m'avait bien fait remarquer, attention, quelque chose qui n'est pas toujours très bien fait dans l'enseignement, c'est de définir les choses dont on parle. Donc un mythe, c'est une idée fausse qui repose sur des éléments vrais, qui est extrêmement séduisant. Un mythe, c'est séduisant. Pourquoi? Parce que ça a tendance à simplifier le réel. Un mythe va toujours nous présenter les choses de manière simplifiée. Et de manière réductrice, évidemment, mais de manière simplifiée. Pour nous donner l'impression que la réalité est simple. Alors qu'en fait, la réalité est très complexe. Mais donc, dans le mythe des visuels et des auditifs, l'idée, c'est que parmi nous, il y a des gens qui sont visuels, c'est-à-dire qui apprendront mieux et mémoriseront mieux quand on leur présente les choses sous forme visuelle. Graphique, schéma, voilà. Ce genre de choses avec des cadres, des surlignements, des choses comme ça. Voilà. Et d'autres qui sont auditifs, c'est-à-dire qui apprendront et mémoriseront mieux quand on leur présente les choses à l'oral. Donc sans support visuel, surtout pas, aucun support visuel, mais de la présentation orale, alors soit en direct, soit éventuellement enregistré avant, soit dans des dialogues, etc. Okay. Bon, pour ça, il faut déjà
il faudrait déjà pouvoir identifier les gens qui sont visuels et qui sont auditifs. Et je vais vous montrer avec un petit exemple qu'en fait, c'est pas du tout ce que dit la recherche. Mais on a le droit de se dire soi-même visuel ou auditif, hein, comme on a le droit de dire je préfère la glace au café, la glace à la vanille. Ça, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que ça a une réalité scientifique? C'est ça la question. Ce mythe-là, il a été proposé à la fin des années 60 donc par un psychopédagogue qui s'appelait Antoine de la Garandrie et qui a dit est-ce qu'il n'y aurait pas parmi les êtres humains des gens qui ont un traitement de l'information essentiellement visuel et auquel cas il faut leur présenter l'information au format visuel, c'est ça qui les rendra efficaces, et d'autres qui ont un traitement de l'information privilégié auditif et il faut leur présenter de manière auditive. Mais si c'était vrai, mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur avec vos élèves. Il suffirait de repérer visuel, visuel, auditif, visuel, auditif, auditif, visuel, visuel, hop. Et hop, on marche pour la différenciation pédagogique. Et ça, c'est extrêmement séduisant. Donc bien sûr que cette idée a pris. Et ce n'était pas une idée stupide, parce qu'au même moment, au tout début des années 70, il y a un chercheur, Alan Pevio, qui a montré qu'il y avait une réalité du double codage. C'est-à-dire qu'on a dans la tête différentes représentations. Tenez, je vous refais. Ça, je vous l'ai déjà fait, je crois, mais je vous le fais. Vous voyez ça ? Oui. Ok. Est-ce que c'est bleu ? Non. Non. Pour pouvoir me répondre, est-ce que c'est bleu ? Comme ça n'était plus présenté perceptivement devant vous, vous avez dû vous le représenter mentalement. Et ces représentations mentales, elles peuvent être effectivement au format visuel ou même visospatial, forme, couleur, éloignement, tout ça. C'est-à-dire, sans même dire quoi que ce soit, vous pourriez, si je vous présentais deux choses comme ça, deux couleurs différentes, et je vous disais, est-ce que c'est la même couleur ? Vous pourriez faire ça avec la tête ou comme ça. Voilà. Donc, forme, couleur, éloignement, orientation, tout ça. Voilà. Ça, on a, la plupart d'entre nous, des images mentales, bon, à part quelques personnes qu'on appelle aphantasiques, mais c'est assez particulier, mais la plupart d'entre nous, nous avons ces images. Mais on a aussi, bien sûr, un format de représentation verbale. Puisque si je vous demande ce que j'avais dans la main, vous n'allez pas me dire que c'était une courgette. Non, hein ? Bon, merci. Ouf, j'ai du lexique. Donc l'idée de départ de dire il y a des visuels et des auditifs n'était pas du tout stupide. Elle n'était pas aberrante. La question, c'est est-ce que c'est vérifié ? Alors maintenant, si vous voulez bien, puisqu'on est dans notre EducLab et qu'on fait ce qu'on veut, si vous voulez bien mettre vos chaises là et regardez, jeter un œil là-dessus. Ou alors éventuellement, non, on va faire plus simple. Si vous voulez bien, voilà, pendant 2 minutes, vous asseoir là, et puis après vous revenez ici. Donc je vous montre un exemple ici, mais il y en a eu d'autres. Hein, D'ailleurs, hein, ça, c'est vraiment un super petit bouquin qui parle des mythes. Chez Retz, je vous en ai déjà parlé, c'est le bouquin d'Emmanuel Sander et ses collègues, et vous retrouverez ce mythe-là. Donc, là, je vais vous montrer les résultats d'une étude, parmi d'autres. Ça fait 55 ans en fait que ce mythe existe. Hein. Donc en 55 ans, on a eu le temps de le tester. On a eu le temps de faire des études qui ont cherché à savoir si les gens qui se disaient visuels réussissaient mieux quand on leur présentait en visuel qu'en auditif. Les gens qui se disaient auditifs réussissaient mieux quand on leur présentait en auditif qu'en visuel. Les gens qui se disaient visuels réussissaient moins bien en auditif. Et les gens qui se disaient auditifs réussissaient moins bien en visuel. C'est ça, en fait, qui pourrait dire, oui, ces styles d'apprentissage, ça a un sens, ça a une réalité cognitive. Et donc, on a fait beaucoup d'études. Et je vous en montre une ici qui a été faite par Alain Lieury, donc un collègue qui est décédé maintenant, mais qui était professeur, je crois que c'était à l'université de Rennes, hein, en psychologie de l'éducation. Donc il avait présenté à des enfants de 7 ans et 10 ans, vous voyez ça sur le graphique, une liste de mots. Alors là, c'est juste un exemple d'un mot. Soit sous format écrit, ici, donc la vignette que vous avez au-dessus, soit sous format auditif, c'était juste prononcé, soit sous la forme d'un dessin. Et la question, c'était, une fois qu'on présente toute une série de mots comme ça à des enfants de 7 ans et 10 ans, quel est le format qui va donner le meilleur score de mémorisation, la meilleure performance ? Donc, sans aucun mystère, le format du dessus, celui qui donne les meilleures performances, c'est le dessin. Ce n'est pas quand le mot est écrit, et ce n'est pas quand il est prononcé. C'est le dessin. Pourquoi le dessin ?
En fait, l'interprétation, elle est simple, et on la tire de cette réalité du double codage, et en particulier du recodage verbal. Quand on montre un dessin à quelqu'un, en tout cas dans nos sociétés occidentales, eh bien, on est tellement habitué, depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on a 1 ou 2 ans, on est tellement habitué à voir des images et à les recoder verbalement. Vous savez, à 2 ans, quand on est, je pense que c'est même avant la maternelle, même dans les crèches ou chez les nounous, on montre un imagier, puis on dit qu'est-ce que c'est ça, et puis on dit ça c'est un canard, ça c'est un canard. Voilà. Okay. Donc ça veut dire qu'on entraîne les enfants à passer d'un format de représentation visuospatiale à un format de représentation verbale. On entraîne à ce recodage verbal. Or, quand il y a 2 formats, 2 codes pour représenter l'information en mémoire, ça fait 2 chemins d'accès. Et donc, ça rend la mémorisation plus efficace. En fait, c'est simple comme explication, c'est relativement simple. Mais par contre, là où ça détruit le mythe des visuels et des auditifs, c'est que ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc s'il y avait des visuels et des auditifs, les auditifs, s'il y en avait, quand on leur a présenté ça, ils n'auraient pas été bons. Hein. Okay. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, ce résultat, cette supériorité du double codage, elle est vraie pour tout le monde. Alors, une vraie question, je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser, je ne sais pas, je suis à combien, 10 minutes à peu près ouais. Une vraie question, c'est est-ce que ça permet de démonter le mythe? Pas forcément. Mais il y a eu des études qui ont montré une absence de résultats, une absence de facilitation du visuel, de la présentation visuelle pour les élèves soi-disant visuels et de la présentation auditive pour les élèves soi-disant auditifs. Okay. Donc, ça fait 55 ans que cette idée est répétée, peut-être d'ailleurs, et j'en suis désolé si c'est le cas, répétée dans des actions de formation auxquelles vous avez participé, parce que d'autres enseignants me l'ont dit. Comment ça, il n'y a pas de visuel et d'auditif, mais on nous l'a dit encore le mois dernier. Bah oui, bon. Peut-être que la collaboration recherche-terrain, il faudrait l'intensifier, hein, là c'est sûr. Mais bon, ça fait 55 ans, on n'a jamais réussi, il n'y a pas une étude qui a réussi à montrer une supériorité, enfin une preuve tangible de ces styles. Voilà. Alors maintenant, si je vous repose la question, je vais vous poser la question un peu différemment. Vous voulez revenir là ? Alors je vais pas vraiment vous reposer la question, est-ce que parmi vous il y a des visuels et des auditifs, mais on peut peut-être je vous poserai bien une question, est-ce que vous avez des élèves qui sont visuels ou des élèves auditifs? Est-ce que vous avez déjà repéré parmi vos élèves des visuels et des auditifs? Alors, moi je dirais que ça dépend du type de tâche. C'est-à-dire qu'il y a certains élèves qui, pour certains types de tâches, ont besoin d'une double représentation et que le fait d'accentuer sur une des deux peut leur faciliter la vie. C'est plutôt ça que j'observe que strictement l'un ou strictement l'autre. Ok, donc c'est dépendant de la tâche. Oui. Okay. Et tu as bien dit pour comprendre, oui. Pas forcément pour encoder, stocker, mémoriser et rappeler un peu plus tard. Moi, par rapport à ce que tu dis, je me rends compte que je suis incapable de te dire si j'ai des élèves qui sont visuels, auditifs. C'est vraiment pas une question que je me pose. Quand je fais un apprentissage avec eux, je leur propose plusieurs modes d'apprentissage, mais je serais incapable de dire si j'ai des élèves qui sont plus visuels, auditifs. C'est pas une question qui se pose dans ma manière d'enseigner. Bon, je dirais que c'est plutôt bon signe. Hein. Et je ferai exactement la même remarque. C'est vrai que je disais à Anissa, moi je me pose pas non plus cette question. Alors c'est bizarre parce que c'est un mythe, mais en fait je ne peux pas dire que j'en ai jamais entendu parler, mais en tout cas je le prends pas en compte dans mon enseignement. J'aime vraiment leur proposer plusieurs manières de mémoriser. Donc je peux utiliser des cartes mentales, des flashcards, parler aussi verbalement, faire les deux, en fonction des situations, mais pas pour un élève en particulier. Je sais pas. Alors après, j'ai des grandes sections et des CP, ils sont petits. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour dire quel est leur type de mémoire, mais vraiment, je ne me suis jamais posé cette question. Ok. Et on ne t'a jamais présenté ça en formation? Non. Ouh là là, tu es passé à travers la maille du filet. Alors, je suis une reconversion, donc ça fait pas très longtemps que je suis enseignant, mais je ne l'ai pas entendu. Mais par contre, on a une collègue qui n'est pas là, qui est plus âgée, et je l'ai souvent entendue.
me dire, elle a mes élèves, elle a les plus grands, les CE1 après moi, et elle me dit souvent, lui, il est visuel. Lui. Et moi, au début, je voyais pas vraiment pourquoi elle utilisait ces termes-là, et voilà. Bon. Ok. Nous, on avait aussi après avoir assisté donc, au mercredi Pégase, où tu expliquais la différence entre auditif, visuel, etc. Et on est revenu en classe et on en discute autour de notre repas, etc. Et on avait une collègue qui ne démordait pas que si, ça existait bien. Voilà. Ouais, mais c'est très séduisant les mythes, hein. C'est ce qui fait, c'est leur fonds de commerce, hein. C'est ce qui fait que ça tient. Hein. Et alors oui, j'allais poser la question du fait que ça tienne et que ce soit ancré, parce que dans les conversations, effectivement, entre midi et deux, dans les façons informelles, quand on discute en équipe, ça revient régulièrement, et que ce soit installé comme ça, est-ce que, donc tu dis que c'est séduisant, mais est-ce que du coup il y a d'autres explications ? Pourquoi ça a tant de force ? Est-ce qu'il y a des biais qui expliquent que... Oui, on passe au temps de synthèse. J'ai un petit peu mangé sur le temps de synthèse. Et puis c'est Nissa qui anime le temps de synthèse. Je te passe la parole, Nissa. Et du coup, si tu veux intégrer... la réponse. Allez, je te laisse reprendre. Jérôme a dit qu'il n'allait pas vous regarder et il n'allait pas échanger avec vous. Et moi, je vais échanger avec vous. Parce qu'en fait, je dois expliquer ce qui se passe. Il a l'habitude que je le C'est ça, la collaboration recherche-terrain, c'est ça. C'est ce que n'aiment pas les chercheurs. Les chercheurs, ils aiment le contrôle. Voilà. Et collaborer avec le terrain, c'est passer son temps à se dire « Ah ben non, finalement, ça ne va pas être comme j'avais prévu. Oui. » Je te laisse parler. Et du coup, en fait... après sa conférence, nous, on a rajouté, donc, dans le GT5 avec Salomé, on a rajouté 2 temps suite à une conférence. Le premier temps, c'est le temps d'appropriation, parce qu'on s'est rendu compte que suite à une conférence, on n'arrivait pas à synthétiser ce qui était essentiel. Le contenu scientifique, on ne devait plus ignorer dans nos pratiques enseignantes. Donc il y a eu besoin de rajouter ce temps-là, parce qu'on s'est rendu compte que les uns et les autres, selon là où on en était dans notre développement professionnel, on ne comprenait pas la même chose, ce qui était normal. Il fallait se donner ce temps-là. Et donc, les questions-réponses, parfois, qui ont lieu après une conférence, elles ne suffisent pas, selon nous. Il y avait besoin de ce temps de « mais qu'est-ce qu'on retient ?» et qu'est-ce qu'on retient collectivement ? Qu'est-ce qu'on ne peut plus ignorer dans nos pratiques ? Donc, c'est ce premier temps d'appropriation que je vais vous montrer tout à l'heure avec mes collègues. Et le deuxième, c'était « et qu'est-ce qu'on garde ?» Voilà. Qu'est-ce qu'on teste déjà ? Qu'est-ce qu'on va tester ? Ou alors, qu'est-ce qu'on va ramener ensuite auprès des chercheurs pour leur dire, là, il y a un obstacle. Est-ce que vous pouvez nous aider à l'analyser pour qu'on puisse continuer en fait à tester les pratiques fondées sur les preuves pour arriver à faire réussir les élèves. Et donc, je vous propose, tu m'en veux pas de t'avoir coupé, je vous propose de regarder en fait comment on fait le premier temps d'appropriation avec ses imperfections, parce que souvent on est obligé de reprendre sur la durée et que voilà, le laps de temps qu'on a, parce que les formations sont ce qu'elles sont, les contraintes horaires qu'on a font qu'on est obligé de s'inscrire sur la durée et de reprendre. Alors mesdames, je commence. Il me semble en fait que dans cette synthèse, qu'il faut qu'on essaye d'élaborer à plusieurs voix, il faut qu'on se redise ce qu'est un mythe. Alors voilà, si l'une de vous pouvait me dire ce qu'était un mythe pour qu'on s'assure que ce qu'on retient est scientifiquement exact. Pour moi, un mythe, c'est une idée ou des croyances qui sont fausses, mais qui intègrent des éléments de vérité et qui font qu'on y adhère. Alors, si je peux juste préciser, je voudrais savoir quand on dit c'est vrai. Voilà, ça veut dire quoi ? C'est vrai. C'est que c'est scientifiquement prouvé. Voilà, c'est fondé sur les preuves en éducation. C'est des résultats qui ont été faits, qui ont été produits par la démarche expérimentale. Et donc voilà, c'est ce que nous on affirme vrai, en sachant que pour nous, ce qui est vrai, c'est quand l'élève y réussit. Donc on a des intuitions. Et en fait, quand on mesure les écarts entre ce qu'on veut enseigner et ce que les élèves apprennent, pour nous, c'est ça qui est vrai. Et donc, quand on discute avec les chercheurs et qu'on a rencontrés dans le cadre du pôle Pégase, en fait, la patience en fait, qu'ils ont eue, c'est de nous expliquer en fait, comment eux voyaient les choses et écouter ce que nous on disait. Et pour nous, ce qui est vrai, c'est quand ça marche dans nos pratiques de classe. Et donc, ce qui est vrai pour un scientifique, c'est quand j'ai testé, quand j'ai fait le protocole expérimental, voilà, ça c'est robuste, Nissa, en fait, voilà, ça c'est robuste, on repart avec ça. Et donc, nous, on s'est dit, où est-ce qu'on trouve en fait ces données scientifiques ?
tout ce qui est fondé sur les preuves en éducation, voilà, c'est stocké donc, dans le site de Pégase. Et puis là, on a l'habitude, enfin en tout cas, on essaye d'emmener en fait tout ce qui est, toutes les notes du Cézanne, voilà, tout ce qui va être fondé sur les preuves en éducation. Donc ça, c'était la première chose dans un mythe. Donc voilà, on a des pratiques enseignantes qui se fondent sur des affirmations, des croyances, et que c'est pas fondé sur les preuves. Et nous, il faut qu'on creuse, parce que ce qui fait que ça résiste, c'est parce qu'en fait, il y a des éléments qui sont vrais. Alors là, pour aller sur la partie qui est vraie, on va essayer de creuser en fait ce que Jérôme a dit. Donc je passe sur la deuxième partie de l'appropriation. En fait, malgré nous, on pense qu'il y a des élèves, en fait, quand on enseigne et qu'on prend une modalité qui est visuelle, ils vont mieux apprendre. Et puis, il y a des élèves, on pense que quand on va prendre une modalité qui sera beaucoup verbale, ils vont mieux apprendre. Donc on a ce type d'exemple. Maintenant, je voudrais qu'on regarde ensemble et qu'on se dise, puisque là, Jérôme, il nous a dit que ce n'était pas fondé sur les preuves en éducation, qu'on regarde en fait quelles sont les modalités qu'on choisit quand on enseigne, comment est-ce qu'on fait passer ce qu'on a enseigné. Est-ce que chacune en fait peut me dire, et puis là on va s'appuyer en fait sur la présence de Jérôme pour dire ça c'est pas scientifiquement exact. Est-ce qu'on peut continuer à le prolonger? Donc ça, c'est la suite de la partie. On essaye? Donc moi, je peux donner un exemple concret de ce que nous, on fait toutes les deux. Oui, c'est bon. Je vais donner un exemple concret de ce qu'on fait toutes les deux dans notre classe, puisque nous co-enseignons dans notre classe du CE1 au CM2. Et en fait, on a mis en place, pour l'élaboration des leçons de nos élèves, différentes modalités avec différents supports pour créer et élaborer notre leçon. Donc en fait, nos élèves sont confrontés à de la manipulation d'exemples, dans un premier temps. Donc, ensuite, ils sont en recueil de connaissances avec nous, parce que forcément, quand on aborde une notion, on connaît déjà des choses dessus, donc ça permet de dégager tout ça. Ils ont aussi une vidéo canopée sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Et il y a des jeux de manipulation spécifiques à la notion travaillée. Et l'année prochaine, on veut élaborer aussi des cartes mentales pour vraiment balayer toutes les modalités possibles. Et notre présupposé, c'est de se dire qu'en faisant tout ça, normalement, la mémorisation sera meilleure et la compréhension de la notion sera meilleure également. Donc c'est une multimodalité. Voilà, une multimodalité. Et est-ce que vous avez repéré, je peux, Nissa? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez repéré des élèves qui ont, semble-t-il, qui vont spontanément plutôt vers telle modalité que vers telle autre, ou qui vous en réclament? Alors en fait, de manière répétée? Forcément, il y a une appétence pour la vidéo, parce que c'est quelque chose qui... Voilà, ils sont clients pour ça. Mais tous? Mais tous. Et en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas un style vidéo, quoi. Il n'y a pas un seul élève qui va nous dire « Ah, mais moi, c'est que quand je fais ça que j'ai compris. » Ça n'arrive jamais. C'est vraiment... Oui, et la multimodalité les motive par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est un gros facteur de motivation pour eux. Ils apprécient pouvoir passer dans les différents ateliers. Ok. Et on n'avait pas du tout répété ça avant de venir. Hein. Non. Non, on est bien d'accord. Hein. Je ne sais pas s'il y a l'une d'entre vous qui veut réagir. Ça veut dire allez-y, s'il vous plaît. Merci. Je crois que pour rebondir sur ce que tu venais de dire, c'était que ça arrive, en fait, on dit ça c'est un mythe et nous, on a déjà des intuitions. Et ça, je voulais que si tu en reparles, parce qu'il me semble que dans ce que tu as dit, c'est ce que tu as essayé de formuler. Je pense que c'est ce que voilà, en fait, on fonctionne aussi par intuition, sans savoir... Voilà, c'est un mythe ou non, j'en sais rien en fait, mais c'est des intuitions. Et ce qui est sûr, effectivement, c'est que varier les modalités, ça marche très bien. Et peut-être que nous, quand on regarde nos élèves, est-ce qu'ils apprennent mieux ou moins bien, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ont vraiment un réel intérêt et ça les motive de changer, de travailler différemment, d'avoir différents outils de mémorisation. Cette année, j'ai mis en place des boîtes de Leitner pour la mémorisation. On a même commencé avec les moyennes sections et on fait ça jusqu'au CM2. Donc c'est un principe où on a des flashcards que les élèves font eux-mêmes quand ils sont à partir du CP. Pour les plus jeunes, on les fait nous-mêmes. Et c'est un principe de répétition espacée
pour bien garder en mémoire sur la durée, en fait, les informations. Et ça a marché du tonnerre, parce que chez les CP, c'était nouveau. Je l'ai utilisé pour les tables d'addition. Je suis en train de tester à mon niveau. On fait des tests initiaux, puis après des tests régulièrement pour voir l'efficacité. Mais en tout cas, au niveau motivation, puisque c'est quelque chose de très important, et d'engagement dans la tâche de nos élèves, c'était phénoménal, quoi, de les voir. On a fait des petites vidéos. Alors après, quand on les filme, ils sont moins naturels. Et voilà, mais c'était vraiment très intéressant. Et en termes d'efficacité ? Alors, j'attends de finir l'année pour voir. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait 2 tests où... Un premier test 1 mois après l'utilisation qui montrait qu'il y avait des réels progrès, mais j'étais un peu déçue. J'en ai refait un autre quelques semaines plus tard où ça avait rebaissé. Donc je vais relancer l'utilisation de ces boîtes de Leitner là, sur la fin de l'année avec toutes les tables d'addition qu'on a vues et je verrai en fin d'année ce que ça donne. Ok. Je pense que c'est une bonne idée de tester plusieurs fois. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà Cécile Nurat, une de nos collègues là, de l'UGA, parler des Time Series Design. Donc en fait des protocoles expérimentaux où on garde les mêmes élèves, mais on les teste plusieurs fois à intervalles réguliers. Le même test. Ok. Bah ça peut être très intéressant. Ouais. Alors, on tâtonne puisqu'on expérimente dans nos classes et pour cette année, c'est ce que j'ai mis en place. Ouais. Juste pour compléter, l'objectif, c'était de le tester sur des automatismes qu'on trouvait qui manquaient à nos élèves. Donc, l'étape d'addition là, pour les plus jeunes. Donc, moi, en CM, on le travaille sur la conjugaison et sur l'étape de multiplication, qui sont des automatismes qu'on trouve qui sont de plus en plus difficiles à mettre en place chez les élèves. Et donc, voilà, d'où l'intérêt de ces tests répétés. Et donc, moi, je l'ai complètement intégré. Je travaille en plan de travail dans ma classe. Et donc, la création de ces flashcards, ça est faite par les élèves dans leur plan de travail. Et voilà, comme tu disais, au niveau de l'engagement, ils sont vraiment... donc, ils créent leurs flashcards, donc il y a déjà une mémorisation. Et après, ils aiment ce temps où ils utilisent les flashcards avec les élèves. Donc les flashcards, c'est une petite carte avec dessus un dessin ou un mot ? Alors là, c'est une addition et la réponse derrière. Donc, c'est des nombres qui sont écrits. Oui. Ouais, ok. Et pour la conjugaison, du coup, c'est écrit, effectivement. Okay. Mais après, ils le font à l'oral. Donc, voilà, après, ils se posent des questions à l'oral. Oui. Il y a un point quand même, je voudrais m'assurer que la deuxième partie, sur ce qui est vrai en fait dans la partie du mythe en fait, qu'on doit essayer de défaire, je voudrais m'assurer qu'elle a été comprise sur le double codage. Là, si on pouvait se le redire pour le clarifier. Je pense que c'est un peu ce que je dis depuis le début. Finalement, le double codage, c'est sûr que ça marche. Puisque du coup, c'est ce qu'on utilise, mais je ne sais pas dire lequel marche le mieux pour quel élève. Mais en tout cas, le double codage, il est nécessaire. On utilise... En présentant l'information avec l'image, là, si on reprend l'exemple du vocabulaire avec l'éléphant, dans un premier temps, on traite le visuel et on va recoder avec du langage. Donc finalement, on a un double traitement qui va renforcer la trace. C'est ça. Et parfois même, on parle d'un troisième traitement, qui est le traitement kinesthésique, donc corporel. Donc, principalement... Il marche pour les petits, ça, pour les lettres. Ils vont les toucher, les tracer comme ça. Parfois, ça les aide. Oui. Oui, enfin, c'est pas tout à fait à ça que je pensais en termes de style kinesthésique. Je pensais plus au mouvement configuré, c'est-à-dire aux suites de mouvements. Il y a eu pas mal de travaux comme ça, très intéressants, qui portait sur les suites de mouvements qu'on apprend à faire, par exemple, dans les enchaînements de danse, dans les arts martiaux, en athlétisme, avec Et alors, effectivement, il y a aussi eu des travaux qui ont montré des liens entre les aires motrices utilisées, les aires motrices cérébrales motrices et l'écriture, et l'apprentissage de l'écriture. Mais là, je parlais plus de mouvements du corps en entier, avec soit les postures, soit les membres, mais du corps. Voilà. Mais en fait, pour revenir à ce que disait Nissa, effectivement, on a différentes façons de transformer mentalement des éléments qu'on ne peut pas se rentrer dans la tête, évidemment. Donc de créer, on a différents formats dans lesquels un même item peut être codé, et tous ces formats, on les utilise. Et on va utiliser le maximum de formats possibles à partir du moment où on a l'intention de mémoriser, etc. Évidemment, là, si on n'a pas l'intention, on ne va pas forcément les utiliser. Mais voilà. Bon, voilà, je peux peut-être du coup refaire un point sur l'ensemble puis pour montrer l'exercice. Parce que je pense passer à la troisième phase, parce que sinon on a... on a commencé la troisième phase quand il y a eu la projection. Donc... J'ai encore rien compris, quoi. Et donc là, c'était plus ce qu'on souhaitait faire, c'était vous présenter en fait cet exercice-là
où notre problématique à nous, c'était comment ça se fait que ce qu'on veut enseigner, ça passe pas pour tous les élèves. Il y a des écarts entre ce qu'on veut que les élèves apprennent et notre objet d'apprentissage, l'objectif qu'on s'est fixé, et dans notre régulation, comment est-ce qu'on va se débrouiller. Et donc ça a vraiment été pour nous une chance d'avoir des apports scientifiques à certains moments dans la formation, donc c'est reconnu comme des temps de formation, d'assister à ces contenus. Il y a eu des régulations au sein du groupe Pégase, en fait, pour entendre en fait que ces contenus scientifiques, il nous fallait des étapes supplémentaires pour qu'on arrive à se les approprier. Donc là, vous avez assisté à ces temps. Ça nous a demandé, nous, d'oser en fait dire, on a des savoirs d'expérience, et puis en même temps, il y a des éléments, il faut oser dire qu'on n'a pas compris. Il faut oser dire, ça, je ne suis pas certaine que je le formule bien. Je ne suis pas certaine en fait que ce que je dis est scientifiquement exact. Est-ce qu'on peut prolonger autrement qu'avec des questions-réponses pour qu'on reparte de là avec une synthèse qui est validée en fait par le conférencier qui est là. Et puis ce deuxième temps de projection dans les pratiques, parce qu'après nous ça continue à mouliner. En fait on se dit mais tu as pris tel exemple là ou tu as pris tel exemple là, et donc c'est complété par des temps d'observation en classe. Ou quand on mesure, alors pour un scientifique, mesurer les effets, ça ne veut pas dire la même chose que pour nous. Nous, juste à la fin de la séance, on dit « mais qu'est-ce que tu as appris ?» Et quand l'élève ne dit pas ce qu'on cherchait à lui enseigner, pour nous c'est un signal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que en fait, ce qu'on continue à faire, c'est bien fondé sur les preuves en éducation? Est-ce qu'il n'y a pas encore, comme il dit Jérôme, des mythes en fait, qui continuent à fonder nos pratiques? Et en fait, quand on a creusé, on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres. Et puis on en a reparlé en fait avec le GT. Et puis on a formulé des éléments en fait, qui nous semblaient encore bloqués. Et du coup, les apports en fait, scientifiques, c'est devenu l'objet en fait, d'une discussion en disant est-ce qu'on peut parler d'enseignement explicite, de démarche d'investigation? Est-ce que quand on met les élèves en groupe, ils apprennent automatiquement? Et finalement, c'est remonté aussi de notre part. Et on avait l'impression qu'on arrivait à atteindre en fait, ce qu'on souhaite dans le cadre du pôle pilote Pégase, c'est faire en sorte que différents professionnels qui s'intéressent en fait, aux élèves qu'on nous confie nous aident à réduire justement ces écarts. Donc, peut-être laisser un temps en fait, à la salle pour réagir à cet exercice, ou alors Jérôme, je te laisse compléter. Je me plie à ton leadership. Bon, alors maintenant je me tourne de nouveau vers la salle. Alors. C'est ça qu'elle a dit en fait. Alors les 3 phases, le rappel des 3 phases. Le rappel des 3 phases, c'est le conférencier qui intervient. Souvent on a demandé 45 minutes parce qu'on s'est rendu compte qu'on était vite après en surcharge, qu'il y avait beaucoup d'informations et qu'on n'arrivait plus à trier ce qui était prioritaire. C'est ce qui fait qu'en fait, dans les temps de synthèse, finalement, on revenait sur la dernière partie. Pardon, finalement, ouais. C'est la première phase, donc les apports du conférencier. La deuxième phase, c'est un temps en fait, de synthèse collective de ce qui nous semble essentiel. Et puis, on s'appuie sur le conférencier pour s'assurer que c'est scientifiquement exact. Et le troisième temps, donc dans la salle, on est souvent des enseignants de premier degré et de second degré et des formateurs premier et second degré. C'est un temps de projection. Et c'est vrai que sur ce temps-là, ça nous a demandé de développer en fait de l'écoute, parce que pendant ces éléments-là, en fait, on évalue là évaluer au bon sens du terme. Voilà, c'est pas au niveau de l'institution, on évalue, c'est vraiment s'écouter pour se dire on en est là, ou alors on a compris tel élément, et maintenant comment on régule dans cet espace de dialogue entre professionnels. Et en tout, ça prend à peu près 3h, 3h30, quoi. C'est-à-dire que les mercredis de Pégase, la conf commence à 14h. À une petite heure, ensuite un temps de synthèse, effectivement, en présence du chercheur pour avoir des échanges. Et après, le temps d'appropriation et de production déjà, parce qu'il y a, dans certains cas, il y a déjà même des enseignants qui arrivent à sortir de là en se disant j'ai pris 1 ou 2 ou 3 décisions à partir de demain ou de lundi, et je vais tenter ça, je vais faire ça. Ça me semble plus cohérent en fonction de ce que je viens d'entendre. Et donc, ce troisième temps, souvent, les chercheurs s'en vont parce qu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils viennent de loin, Nantes, Rennes, Lille, etc. Voilà. Et donc, ça veut dire que dans ce troisième temps, le chercheur n'a plus besoin d'être là. Parce qu'on veille aussi à ça dans Pégase, parce que là, je glisse juste un petit truc et je te rends la parole à Maëlle. C'est pas facile...
Enfin, voilà, vous les applaudirez, hein, pas moi, je n'ai pas besoin, mais vous les applaudirez, parce que c'est pas facile d'être enseignant puis de s'adresser à des chercheurs. Il y a toute cette distance symbolique et puis peut-être des idées qu'on se fait. Mais je témoigne aussi que c'est pas facile d'être chercheur et de parler à des enseignants parce qu'on se met en danger, parce qu'on leur dit, ben voilà. Et moi, j'ai déjà eu des enseignants qui me disaient, bah, je crois pas à votre truc. Je sais bien que Raphaël, il est visuel. Voilà. Bah, hier, je lui ai donné un graphique, il a mieux compris, et avant, il comprenait pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bah là. J'avoue que même avec toutes nos lectures, c'est pas facile de répondre. Voilà, bref, mais c'est une vraie rencontre. Pardon, Amel. C'est juste au niveau pratique, vos réunions effectifs. Quel est l'effectif des formés et l'effectif des animateurs? Alors, déjà, je voudrais dire que ce à quoi vous avez assisté, c'est dans un EduClub, et puis c'est en simultané dans d'autres EduClubs, justement pour qu'il y ait un maillage dans l'académie. Et donc, ça nous a demandé, dans le cadre du GT2, donc, qui est de la formation continue, de former en fait des formateurs sur les approches fondées sur les preuves, et puis d'accompagner en fait sur la durée à des boucles de régulation des pratiques. Et donc ça demandait en fait de co-construire des observables et de les analyser ensemble pour essayer de se dire voilà comment on réduit cet écart. Et donc là je suis pas très au clair sur, je pourrais peut-être compléter en regardant combien il y a eu de personnes qui ont assisté et combien de formateurs. À la louche. Les conférences sont accessibles en visio. Donc, même si on ne peut pas se rendre dans un EduClub, si on est intéressé par le thème, on peut le regarder depuis chez nous. D'accord, mais juste une réunion. Ouais. Ça peut être entre en présentiel entre 5 et 20-25 enseignants, parce qu'un EduClub, c'est une salle dans un collège ou un lycée. Et Une salle de classe. J'avais pas compris. c'est une salle de classe. Avec un animateur. Avec un animateur qui souvent est NISA. Mais 20-25 en présentiel avec le chercheur, mais dans les autres EduClubs, il peut y en avoir encore 20-25 dans 3-4 autres EduClubs qui sont connectés en visio. À chaque fois, il y a un animateur dans chaque équipe. C'est ça. Quand on y arrive. Ça va? Il y avait une question. Merci pour votre présentation. J'avais une question. Là, ce que vous nous avez présenté, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous avez essayé ensuite d'aller voir dans les classes Oui, si c'est ça ça. transforme effectivement les pratiques, ou c'est pour l'instant juste la première partie du dispositif qui est un peu expérientielle? Alors non, on y travaille depuis 3 ans. Et c'est de se dire, là je prends, on met les élèves en groupe, ils apprennent forcément. Quand on a essayé de creuser en fait ces éléments-là, forcément, il faut aller jusque dans la pratique de classe pour essayer en fait ce qui fait que ça fait obstacle. Et que parfois il y a une dérive attentionnelle quand on met les élèves par exemple en groupe et qu'ils n'arrivent plus à se focaliser sur l'objectif d'apprentissage. Comment est-ce qu'on les fait parler ensemble pour être sûr en fait qu'ils sont en train de reformuler. Donc voilà, c'est plein d'éléments. Et ce qu'on prolonge en fait, c'est l'observation en classe et l'analyse. Et donc ça, c'est finalement pour nous le point de départ, l'entrée dans la formation. Et ensuite, il faut s'inscrire sur la durée. Donc ça demande de se recentrer sur une pratique enseignante qu'on veut faire évoluer, qu'on a repérée. Mais en général, une fois qu'on a commencé, on se rend compte qu'il y a une autre pratique qu'il faut consolider. Et il faut s'inscrire sur la durée. Et puis il y a aussi, il y a aussi les suivis de cohorte. Nous, on a un collègue qui fait partie d'une expérimentation Pégase et ses élèves vont être suivis sur 3 ans. Et c'est concret, en fait. C'est un outil qu'il a fabriqué avec le groupe et qui va poursuivre aussi en classe. Et puis Nissa se déplace partout dans toutes les classes et ensuite elle essaye de nous mettre en réseau par rapport à des points communs qu'elle peut trouver pour qu'on puisse encore échanger et approfondir. Voilà. Donc il y a les chercheurs, mais il y a aussi entre nous et ça fait vraiment boule de neige. Et ce qu'on essaye de faire dans le pôle et qu'on arrive à faire et qui, je pense, va continuer à s'amplifier, c'est de créer une communauté. Et en fait, les 5 enseignantes qui sont là, je les avais quasiment toutes déjà rencontrées, soit dans une école d'hiver, soit au détour d'une formation de formateur, soit un autre événement Pégase. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous disent maintenant que j'ai mis le pied dedans, je ne suis pas prêt d'en sortir. Et c'est très bien, parce qu'évidemment, on se dit qu'on ne bosse pas pour rien depuis des années, quoi. Ça demande du temps et de l'abnégation et du chocolat. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été intégré. On essaie de faire en sorte que ce soit intégré dans le plan de formation. On remercie chaleureusement le groupe Pégase.